On a aussi un pied dans l'Europe des régions. Et vous avez beaucoup de représentants de l'Europe des régions. C'est ça la force du PEC, c'est qu'on est à la fois national, avec le ministère des Armées, régional, avec la Bretagne. Ça, c'est sur le côté européen. Mais l'image aussi, c'est l'Europe, c'est notre cible. Il faut des sociétés à la dimension européenne. Et des sociétés qui naissent en France, mais qui prennent une dimension européenne et qui, pour survivre, attaquent le marché international. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je continue mon tour de France de la cyber et je vous emmène en Bretagne découvrir les enjeux de la cybersécurité sur ce territoire particulièrement dynamique dans ce secteur. Donc, je suis à la European Cyber Week, c'est l'événement incontournable des professionnels de la cybersécurité qui se tient à Rennes chaque année. J'ai le plaisir d'accueillir le président du pôle d'excellence cyber de Rennes, Arnaud Coustillère. Bonjour. Oui, bonjour. Alors merci déjà d'avoir accepté cette interview. On entend beaucoup parler du développement de la cyber dans la région rennaise, qui est devenue un véritable pôle de référence à ce sujet. Est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse de ce développement et sur les raisons qui ont mené à la création notamment du pôle d'excellence cyber ? Oui, totalement. Et la particularité du pôle rennais, c'est qu'il est né d'une initiative du ministère des Armées qui a été ensuite accompagnée dans une dynamique amplifiée par la région Bretagne. Bon, moi, je suis amiral. J'ai été en charge du dossier de la cyberdéfense, la création de la cyberdéfense des armées de 2008 à 2017. Donc, je suis l'architecte de cette nouvelle capacité. Donc, le point de départ, c'est le livre blanc de 2008 qui faisait état d'un retard extrêmement important en matière de cybersécurité et de cyberdéfense en France. Bon, la différence cybersécurité, c'est pour se défendre et c'est la sécurité des systèmes d'information de l'ensemble des organismes, pas forcément que du ministère des Armées, c'est sous la tutelle de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, créée, elle, en 2009. Et à côté, on demandait aux armées d'investir sur de nouveaux terrains de combat qui étaient le numérique, donc avec des capacités d'influence, des capacités de lutte informatique offensive, donc pénétrer dans le système adverse pour le détruire, pour le leurrer, pour espionner. Donc c'est ça le fondement. Parce qu'à Rennes, il y avait déjà un terreau du ministère des Armées sur les compétences numériques. Il y avait une école des transmissions de l'armée de terre qui formait les spécialistes de sécurité des systèmes d'information. Et le troisième intérêt, c'était l'idée d'écosystème, puisque Rennes était à une portée de TGV de Paris et ça avait évité que l'on dissémine ces compétences partout à travers la France. Donc c'est vraiment l'idée de pôle d'excellence, de cluster et de créer un écosystème qui nous soit favorable. Donc en fait, la cyber a permis de renforcer l'attractivité du territoire breton, on peut le dire aujourd'hui. Dans ce domaine-là, oui, tout à fait. Puis c'est tombé aussi un moment où la terre bretonne était aussi une terre de télécom, avec Pleumeur-Boudou, avec un gros historique, tous les centres de recherche de France Télécom, aujourd'hui Orange, qui sont en Nord-Bretagne. Je crois aujourd'hui, c'est plus de 1000 chercheurs qui sont sur la 5G. Donc il y a un terreau. Effectivement, le domaine des télécoms étant un petit peu en perte de vitesse en matière de R&D, la cyber est venue offrir un nouvel espace. Puis il y a des universités qui ont été créées, je pense à l'NCBS à Vannes. La première promo, c'est dû être 2015. Comment ça s'est développé, tout cet écosystème, depuis ces dernières années dans les autres régions? Moi, je vois qu'il y a des campus cyber qui se créent, des CCIRT, etc. Comment ça se développe ici autour du pôle d'excellence cyber? Ici, disons, le pôle d'excellence cyber est une compétence, est un cluster qui a 10 ans, qui permet de décloisonner, qui permet de croiser. Et la région Bretagne s'est lancée, elle aussi, dans la création de son campus, donc là, un peu comme dans la logique du campus parisien, et donc nous sommes totalement partenaires de ce campus. Quels sont les défis que vous vous apprêtez, vous, à relever en 2025 sur le territoire breton, mais bon, pour le pôle d'excellence cyber, du coup... Le pôle d'excellence, je vais parler au nom de mes membres. Je pense que le premier défi, c'est le défi du recrutement. C'est le premier défi. Et quand je dis défi du recrutement, ça veut aussi dire former les gens, avoir les compétences dont on a besoin. Ça, c'est le premier défi, à la fois en nombre et en qualité. Donc, du coup, derrière ces défis, ça veut dire ne pas se priver des femmes.
Et typiquement, dans la cyber, c'est entre 11 et 15%. Et donc, il faut expliquer que la cyber est un métier passionnant, que dans la cyber, il n'y a pas que le hacker en capuce, que ce n'est pas qu'un métier technique. Et puis que quand c'est un métier technique, le codage est quelque chose de très intéressant, mais il faut accepter de rentrer dedans. Et quand on est une femme et où on ne code pas de la même façon qu'un homme, donc on a besoin de diversité. Et quand il faut lutter face à un ennemi, on a besoin d'avoir différentes approches intellectuelles. Donc c'est important être capable de réfléchir en dehors du moule traditionnel. Voilà, donc ouverture, extrêmement d'ouverture. Mais ce problème de ne pas avoir des femmes dans la cyber, il est beaucoup plus large. Et il commence très tôt, il commence vers dès la 5e, voire avant. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles, bien qu'étant d'un niveau scolaire soi-disant supérieur à leurs camarades masculins, ne vont pas vers les écoles d'ingénieurs. Et c'est ça la vraie. Il y a un article récent de Polytechnique qui montre qu'il y a moins de jeunes filles qui rentrent à Polytechnique aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est une désaffection de l'ensemble de la gente féminine, parce qu'on lui a expliqué qu'il était mieux de faire de la sociologie, qu'il était mieux de faire de la géopolitique, et du coup, elle ne vient plus vers les sciences dures. L'endroit où je vois un taux de féminisation assez important, c'est dans la crypto. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement, c'est le cœur du cœur, très technique. J'en parle régulièrement justement de cette problématique de femmes, qu'il n'y a pas assez de femmes dans la cyber. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des petites évolutions ces dernières années. En tout cas, il y a pas mal d'associations qui se mettent à l'œuvre. Aujourd'hui, donc, nous sommes à la European Cyber Week. C'est un événement qui est aussi porté par le pôle d'excellence cyber. Pourquoi c'est important d'organiser un tel événement, et en quoi l'événement est-il européen, puisque c'est dans le titre de l'événement également? Il est européen parce que vous avez de très nombreuses délégations que vous avez vues. Et puis il est européen parce qu'on a à la fois des délégations qui viennent des institutions européennes. On est en partenariat avec une association qui s'appelle EXO, liée à la Commission européenne, pour faire de la sélection de ce qu'on appelle les startups et en plus les scale-up. Les scale-up, c'est les startups qui ont réussi et qui doivent partir. Donc voilà. Et puis ensuite, on a aussi un pied dans l'Europe des régions. Et vous avez beaucoup de représentants de l'Europe des régions. C'est ça la force du PEC, c'est qu'on est à la fois national, avec le ministère des Armées, national, régional, avec la Bretagne. Voilà, donc ça, c'est sur le côté européen. L'image aussi, c'est l'Europe, c'est notre cible. Voilà, on n'est pas... c'est notre cible. Il faut des sociétés à la dimension européenne. Combien on a de visiteurs cette année sur le salon ? Là, lundi, on avait déjà tout petit peu plus de 6 000 inscrits. Le salon n'avait pas encore commencé, on était déjà à 6 000 inscrits, qui était le chiffre final de l'an dernier, à rapporter aux 4 500 de l'année avant et aux 3 000. Mais en fait, on est un salon un peu particulier, on a un ADN. Notre ADN, c'est le fait que nous sommes régaliens. Je dis ça, j'aime pas le terme souveraineté, parce que souveraineté, on pense aux frontières. Moi, je préfère le terme d'autonomie stratégique, tout régalien, parce qu'on peut être régalien européen et en partenariat complet avec les camarades allemands, espagnols, italiens, belges, polonais. Voilà, je ne vais pas citer les 27. Merci beaucoup Arnaud Croustière, président donc, du pôle d'excellence cyber, pour votre éclairage sur tous ces sujets. Et à très bientôt. Merci. Une collectivité sur 10 aurait été victime d'une cyberattaque au cours des 12 derniers mois, selon une étude de cybermalveillance. Les villes d'Angers, Reims ou encore Béton, une ville près de Rennes justement, ont été prises pour cible durant ces derniers mois. Pour en parler, je suis avec Jérôme Tréhardy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional délégué au numérique et à la cybersécurité de la région Bretagne. Alors déjà, pourquoi est-ce que les collectivités intéressent autant les cybercriminels et quel est leur intérêt à les attaquer ? En fait, ce que je pense, c'est que les cyberattaquants, les hackers, ciblent de façon aléatoire là où les risques sont les plus faibles. En fait, pas les risques, mais en tout cas les protections les plus faibles. Pardon, oui, tout à fait. Et donc, de fait, les collectivités, parfois, sont mal équipées dans la protection de leur système d'information. Et c'est ce qu'on retrouve également dans tout ce qui est les hôpitaux qui n'ont pas mis en première priorité la sécurisation de leur système d'information. Ce qui explique que, de facto, les hackers ciblent ça. Et puis aussi, il y a une deuxième chose, c'est que ces cibles-là provoquent aussi un phénomène un peu d'effroi dans le public et donc recherchent un peu cette conséquence-là. C'est surtout parce que c'est les seules cyberattaques qui sont rendues publiques assez facilement et assez rapidement. Oui, et voilà, c'est pour ça. C'est qu'on le sait, il y a un devoir de pouvoir communiquer auprès des administrés ou des personnes qui ont été dans un hôpital, que leurs données ont été fuitées. Et donc, de ce fait-là, il y a cet aspect de com aussi qui joue dans le choix des collectivités.
Alors, quelles sont les conséquences des actes de cybermalveillance auprès des collectivités aujourd'hui, les conséquences directes notamment pour le citoyen qui est toujours impressionné, justement, interloqué par ces attaques? Alors, les conséquences peuvent être de plusieurs niveaux. La première chose, la plus directe, c'est la fuite de ses données personnelles qui fait que ça l'expose à pouvoir ensuite être le fruit d'attaques de phishing par des emails frauduleux ou de tentatives d'extorquer d'autres informations ou de le faire payer des choses. Donc ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est que les collectivités, elles ont aussi comme responsabilité de rendre un service aux citoyens. Et de facto, si elles sont attaquées, leur système d'information est mis à mal. Si leur système d'information est mis à mal, elles sont plus capables de pouvoir rendre le service de façon optimale. Donc en fait, il y a ces deux niveaux de répercussions pour le citoyen, très direct parce qu'il est exposé, lui, dans ses données. Et on sait bien que dans les attaques cyber, parfois la cybersécurité peut avoir un aspect très technique, très éloigné. En fait, risque cyber, c'est quoi? C'est mes données qui fuitent, donc de l'usurpation d'identité. Donc, je suis exposé, moi, à des conséquences qui peuvent parfois être assez fortes pour la vie. Donc, c'est important de bien comprendre l'importance de cette fuite de données. Et donc, il y a d'un côté l'arrêt de l'activité. Donc, je veux renouveler ma carte d'identité, par exemple. Ça prolonge les délais, par exemple. Exactement. Oui. On peut voir aussi sur les niveaux des départements qui ont la responsabilité sociale du versement du RSA. Un département qui a son système d'information qui tombe, est plus capable de verser le RSA. Et quand on comprend que c'est des populations qui sont quand même fragiles et exposées, on a face à nous une conséquence qui peut être aussi dramatique dans la vie quotidienne des citoyens. Et pour les fuites de données, on se sent un petit peu impuissant. On reçoit un mail qui nous dit vos données ont fuité, mais qu'est-ce que peut faire le citoyen? Comment il doit réagir? Alors, il y a plusieurs niveaux de réaction. La première chose, c'est déjà d'en avoir conscience, donc de se dire que je vais potentiellement être exposé à des risques de tentatives d'escroquerie. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est changer ses mots de passe. C'est-à-dire que quand on sait que ses données ou son email a fuité ou que ses données personnelles ont pu être... et on sait qu'on peut avoir on peut être tenté d'utiliser le même mot de passe pour plusieurs structures. La première chose, c'est on change ses mots de passe et on fait attention dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent qu'on ne reçoit pas des mails qui paraissent un peu bizarres ou qu'on nous demande de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de demander, notamment notre banquier qui nous demanderait notre numéro de carte. Voilà. Donc, redoubler de vigilance. Est-ce que la prise de conscience sur les risques cyber, elle a évolué ces dernières années autour de ces sujets dans les publics, selon vous? Alors, au sein du Conseil régional de Bretagne, un des axes majeurs dans la politique que je porte sur la cybersécurité, c'est la prise de conscience du risque cyber et sa diffusion de sa compréhension dans la société. Et donc de travailler cette cyberpopulaire. Donc effectivement, on a un enjeu collectif de tout cet écosystème autour de la cyber, au niveau de l'État, des collectivités, de faire prendre conscience le citoyen qu'on a ce risque-là et de travailler cette hygiène numérique. Je pense qu'on a un enjeu de démocratiser de quoi on parle et de faire en sorte que les citoyens et citoyennes prennent des bonnes habitudes. Changer ses mots de passe régulièrement, ne pas faire ce qu'on ferait dans la vraie vie. Quelqu'un qui sonne à votre porte pour vous demander votre numéro de carte bleue, jamais vous le ferez dans la vraie vie. Par contre, par un truchement incroyable, vous le faites quand on vous envoie un email. Donc ce travail-là, c'est un travail long cours qui se fait à toutes les strates. Et effectivement, nous, collectivités, on a notre rôle, mais je pense que si le travail avec le rectorat, par exemple, et dans les collèges et lycées, cette prise de conscience collective, je pense qu'on voit bien qu'on en parle de plus en plus. Je pense aussi que ces grandes attaques font prendre conscience du risque cyber. Et donc, c'est un mal pour un bien, je dirais, par certains aspects. Oui, parce que la preuve par l'exemple. La preuve par l'exemple, exactement. Et donc, oui, mais il y a encore un gros travail devant nous et il faut parce que la cyber est parfois perçue comme un sujet très technique et très éloigné de son quotidien. Justement, quelles sont les mesures qui sont mises en place par les collectivités pour protéger non pas seulement les citoyens, mais aussi les entreprises, les acteurs du tissu économique local? Alors, en ce qui concerne la région Bretagne, nous, on a mis en place, alors déjà, je vous l'ai dit, un travail avec le rectorat qui permet de diffuser ça un peu, voilà. Et puis, on a mis en place un SAMU de la cyber, on va dire, qui s'appelle Brest Cyber, qui, en fait, est un centre de réponse à incidents. Je parle de SAMU parce que c'est exactement la même chose qu'un SAMU. Oui, c'est les pompiers de la cyber. Je reçois Guillaume Chéreau juste après super. pour parler du CECIR. Il vous expliquera ça bien mieux que moi, mais en tout cas, c'est quoi? C'est une structure qui va permettre, je suis
attaqué, j'appelle Brest Cyber et je suis capable d'être accompagné dans ce moment un peu compliqué quand on est face à une attaque cyber. Donc de la sensibilisation et des solutions pour savoir comment réagir quand on fait face à une cyberattaque. C'est ça, et je pointe du doigt aussi un élément important, c'est la responsabilité individuelle. On doit aussi chacun prendre conscience de ces enjeux-là et dans notre usage du numérique, puisque grosso modo, dès qu'il y a numérique, il y a risque cyber, et qu'on prenne conscience de ce à quoi on s'expose dans l'exposition de nos données et effectivement qu'on se sécurise mieux. Donc je pense aussi qu'il y a effectivement, on peut mettre en place des choses, mais la sensibilisation et la responsabilisation individuelle est un élément extrêmement important dans cette lutte contre ce fléau, ce risque, mais je parle de fléau parce qu'on voit bien qu'il vient diffuser dans toute la société et peut avoir des conséquences dramatiques. La région Bretagne a-t-elle déjà commencé à se mettre en conformité par rapport à la nouvelle législation NIS 2 qui oblige notamment les collectivités à adopter de nouvelles normes de cybersécurité? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette directive NIS 2 est une directive européenne, qu'elle n'a pas été encore transposée dans le droit français, donc on ne sait pas encore quelles vont être les entités qui vont être ciblées, enfin à qui on va demander de se conformer, et ce qu'on va leur demander de mettre en place. Donc, oui, ça va être décidé dans les prochains mois. C'est pour ça que je me permets de prendre ça. Mais il n'en demeure pas moins qu'en étant une grande collectivité, on a un système d'information qu'on essaie d'être le plus robuste possible et qui anticipe ce qu'on imagine vont être. Donc on est déjà en train d'y travailler. On se doit de faire ça. On est humble parce qu'on n'est pas à l'abri de difficultés. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit qui se font autour de NIS 2 et je pense qu'il faut avoir raison gardée et attendre de voir exactement ce qu'on va demander. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ne demande pas aux strates de collectivités plus petites qui ont des moyens moins importants des choses qui soient disproportionnées par rapport à leur capacité à faire. Et donc là, encore une fois, le rôle des grandes collectivités, du lien avec l'État et de Brest Cyber dont je viens de parler tout à l'heure, va être crucial pour pouvoir accompagner aussi ces strates de collectivités. Dernière question, ici on est à la European Cyber Week à Rennes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ? Alors, l'European Cyber Week est un événement qui prend de l'ampleur et qui est un marqueur très fort de notre territoire et qui démontre l'excellence de la Bretagne sur la dimension cyber. On est une terre de cyber et sur notre historique, d'une volonté politique forte qui a été portée par Jean-Yves Le Drian, puis par l'actuel président de région Loïc Chenet-Gérard, et dont j'ai l'honneur d'appliquer avec ma délégation. Et donc c'est effectivement important pour nous parce que c'est un marqueur fort du territoire, c'est une reconnaissance du territoire. Et effectivement, on voit bien qu'à l'European Cyber Week, il y a une dimension européenne, une dimension nationale, une dimension militaire. Et c'est des sujets qui sont extrêmement importants parce que c'est des sujets de coopération et notre capacité à pouvoir coopérer avec le monde militaire, civil et militaire, notre capacité à pouvoir coopérer entre régions au niveau national et européen est extrêmement important et se cristalliser autour de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup Jérôme Tréhardy d'être venu nous parler du risque cyber dans les collectivités de la région de Bretagne. Avec plaisir. Dans la vie réelle, nous savons tous qui appeler en cas d'urgence ou d'accident. Le 17 pour la police, le 18 pour les pompiers ou même le 112 au niveau européen. Ce sont tous des numéros qui sont bien ancrés dans nos têtes. Mais vers qui se tourner quand il s'agit d'une urgence qui concerne notre vie virtuelle ? Pour en parler, je suis avec Guillaume Chéreau du CSIRT de la région Bretagne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors le CSIRT s'appelle Brest Cyber. Chez vous, vous êtes en charge donc des urgences du web au sein de votre région. Vous prenez combien d'appels par semaine en moyenne ? Alors, on a fait le compte. Pour l'année, on est à 300 appels sur ces 12 premiers mois. 300 appels pour la première année de mise en service. Voilà, les appels reçus. Parce qu'après, effectivement, on ne compte pas tous les appels qu'on échange une fois qu'on est mis en relation. Mais là, vraiment, on va dire juste les appels entrant au service. Et vous pouvez rappeler le numéro pour vous joindre ? Bien sûr. On le rappellera aussi en fin d'émission. Le 0800 200 008. Alors, depuis quand est-ce que vous existez ? Vous me disiez 12 mois. Comment vous faites pour gérer tout ça ? Alors, on a été lancé justement à l'European Cyber Week de 2023. Et donc là, comme on est aujourd'hui à l'European Cyber Week 2024, effectivement, on a vraiment pile un an. Donc c'est un bon timing pour faire un premier bilan.
Effectivement, un des enjeux justement, c'est de se faire connaître, puisque voilà, comme vous l'avez dit en introduction, c'est pas naturel pour des entités qui subissent des incidents de nous contacter. Donc c'est vrai que cette année a été aussi une année où l'enjeu a été de se faire connaître, donc de participer à plein d'événements, de communication auprès de tout un tas de partenaires régionaux pour nous faire connaître. Et puis on est quand même content, ça a plutôt bien fonctionné. Oui, puisque 300 appels en un an, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous connaissez un petit peu le ratio entre les appels et le nombre de cyberattaques réelles dans votre région ? Oui, alors parce qu'en fait, on compte aussi le nombre d'incidents, et donc on a traité 114 incidents qui sont des vrais incidents, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on enlève tous les faux positifs, si on peut dire, et puis les demandes, parce qu'on a aussi des appels qui sont des demandes. Et les levées de doute parfois, qui tout à sont fait, très utiles. On fait des levées de doute, et donc effectivement, et puis surtout parfois on a des cas un peu compliqués où voilà, on est en fait l'entité est sur plusieurs régions, et donc voilà, on s'accorde avec nos homologues pour savoir qui prend l'incident, si je puis dire. Et vous êtes une équipe de combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 5. 5, et c'est quoi vos titres de métier ? Alors en fait, on a on va dire le cœur de l'équipe, c'est 3 personnes qui sont vraiment sur le cœur de métier de la réponse à incident. Donc moi-même, mon adjoint, et puis une analyste, Hélène. Et puis on a également deux alternants. Un alternant plutôt qui vient nous aider là plutôt sur le développement de nos outils. Donc il est plutôt en DevOps, c'est-à-dire qu'il, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il nous aide à construire, parce qu'on est aussi dans cette phase de construction, et donc on a besoin de s'outiller. Et puis là, depuis septembre, on a aussi justement une personne qui est en charge de la communication et du marketing au sein de Brest Cyber. Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour devenir expert en réponse aux incidents de sécurité ? Parce que ça court pas les rues, moi j'ai l'impression. Non, et puis je pense pas qu'il y ait vraiment de diplôme de réponse à incident. Je pense pas que ça existe. C'est plutôt des gens qui, la plupart, ont bien sûr un background informatique, cyber, et puis qui viennent se spécialiser pour différentes raisons, sachant que effectivement, en plus dans la réponse à incident, il y a un peu différents sous-métiers, donc effectivement, alors typiquement nous en Bretagne, on a autour du monde militaire, il y a typiquement beaucoup de gens qui sont forts en reversing, quoi. C'est un des métiers de la réponse incident, c'est voilà, de faire de la rétro-ingénierie de code malveillant, et donc ça c'est un des métiers de la réponse incident. Donc en vrai, on se forme plutôt sur le terrain avec une base de formation d'ingénieur en cybersécurité. Exactement. Ou en sécurité des systèmes d'information. Quels sont les types d'entreprises, d'organisations qui vous appellent, enfin qui vous ont appelé cette année en 2024 ? Alors oui, c'est tout type. Effectivement, on n'a pas vraiment il n'y a pas de portrait robot, si je puis dire, de la victime. On a traité vraiment des TPE, des PME, alors pas des grosses entreprises, que je pense qu'à partir d'une certaine taille, enfin quoique on en a une en ce moment. On va dire que les entreprises sont en général suffisamment armées par elles-mêmes, ou alors elles font appel à des prestataires parce qu'elles ont, on va dire, une capacité financière à le faire. Donc on traite en moyenne quand même, c'est plutôt des PME, et sur le secteur, il n'y a pas vraiment c'est tout secteur, on a de la construction, du service, enfin voilà, vraiment de tout, du commerce. Est-ce qu'il est arrivé qu'une entreprise qui vous appelle ne se remette pas de sa cyberattaque par la suite ? Est-ce que c'est des choses qui arrivent ? Alors à ma connaissance, non. Et c'est vrai que sur les cas les plus graves, donc je pense que là on parle de rançongiciel. Effectivement, nous on a pu traiter voilà. On a un seul cas qui est un peu, mais en fait qui est plutôt lié au fait que l'entreprise était déjà dans une situation financière difficile, et que là du coup, alors elle est toujours en vie. D'ailleurs on a des contacts avec elle régulièrement, mais voilà, c'est une entreprise qui est un peu en difficulté et qui là du coup se prendre un rançongiciel, ça a été quand même un peu un coup dur pour eux, quoi. Ouais. Ça met combien de temps de se remettre d'un rançongiciel ? Alors justement, ça dépend de la capacité financière. Nous, on a vu justement des victimes. Par exemple, j'ai un exemple en tête d'une entreprise de service où là, on sentait qu'ils avaient des moyens, et donc quand on leur a dit il faut faire telle chose, prendre tel prestataire, en fait, dans la minute, ils ont signé. On les a mis en relation, et au bout de 15 jours, alors qu'ils étaient, ils avaient, c'était l'exemple typique de notre cas d'école où on était très fiers. C'est-à-dire que on avait une victime qui avait ses sauvegardes chiffrées.
donc qui était vraiment par terre, qui était en plus une entreprise très numérisée. Et donc, quand ils nous ont appelés, ils étaient vraiment à l'arrêt complet et vraiment, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, on les a orientés vers un prestataire de réponse à incident, puis un prestataire de récupération de données. Ils nous ont fait confiance, on les a accompagnés et 15 jours après, ils étaient repartis, quoi. Et par rapport à l'autre victime, là, qui justement même dépenser 1 000 euros, pour elle, c'était compliqué. Et donc, là, du coup, ils sont repartis. On leur a dit, attention, si vous repartez, l'attaquant va revenir. Et c'est ce qui est arrivé. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Donc, quand on dit qu'il faut se préparer à une attaque, c'est aussi bien se préparer en termes de cybersécurité, mais aussi financièrement, pour pouvoir faire face. Exactement. Et là, du coup, ça dépend vraiment du contexte de chaque entité. Est-ce que vous avez constaté, depuis la fin des Jeux Paris 2024, une augmentation des ransomware et des fuites de données? On en entend beaucoup parler dans la presse. Est-ce que c'est le cas chez vous, dans votre région ? Alors, disons qu'on a plutôt constaté, nous, une baisse d'activité bizarrement durant les Jeux, alors qui était plutôt liée au fait que nous, en Bretagne, on était assez peu touché par les Jeux, dans le sens où il n'y avait pas de compétition sur la région. Sur le territoire. Et donc, c'est vrai qu'on a eu peu d'événements. Et puis, c'est aussi tout simplement une période de congé. Voilà, donc, la France est à l'arrêt de toute façon. Tout était à l'arrêt. Donc, globalement, on a eu peu d'appels. Et effectivement, c'est vrai qu'à la rentrée, à partir, on a eu un renouveau. Mais disons, voilà, c'est difficile à dire la corrélation avec les Jeux, simplement par le fait que on va dire, l'activité économique était globalement quand même en... Donc vous vous y attendiez à ce qu'il y ait une sorte de vague de cyberattaques qui reprennent après l'été ? Oui, et puis alors là, plutôt que du côté des prestataires, on nous a aussi signalé qu'il y a eu pas mal d'incidents qui, pendant les Jeux, ont été un peu postponés, mis un peu en attente, en disant parce que là, on n'a pas de bande passante et on reprendra. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit pic post-jeu, mais qui était un peu un pic technique, si je peux dire, mais qui était, si on lisse dans le temps, probablement qu'on était plutôt sur une même tendance, quoi. Des enjeux de recrutement peut-être pour votre équipe, pour faire face, imaginons, le nombre d'appels double l'an prochain. Comment vous faites pour absorber effectivement, alors pour l'instant, on n'observe pas vraiment cette tendance. On est plutôt sur une tendance d'augmentation, si je puis dire, tendancielle. Moi, je dis autour de 10-15%. Enfin, je sais pas, j'ai pas le chiffre exact, parce que comme on n'a qu'une première année, c'est difficile de comparer avec l'année 2023, puisqu'on n'existait pas. Mais voilà, donc on est plutôt ce qu'on observe. En fait, je pense qu'on a une augmentation du nombre de signalements, mais tout simplement parce que les gens nous connaissent. Et donc, c'est pas forcément qu'il y a plus d'attaques, c'est simplement que les gens nous connaissent et donc ils nous appellent plus, quoi. Oui, donc c'est difficile de savoir est-ce que c'est une augmentation d'attaques ou est-ce que parce que vous êtes plus connus. J'espère qu'après ce podcast, vous allez être encore plus connus et vous allez recevoir encore plus d'appels grâce à cette émission. Pourquoi c'est important justement d'avoir un interlocuteur rapidement en cas d'incident cyber ? C'est vrai que nous, je pense qu'une des grandes plus-values de notre service, c'est que on qualifie. Alors déjà, on est tout simplement des êtres humains, donc c'est des gens qui nous appellent, parce qu'il y a et surtout notre grande plus-value, c'est de donner du sens à ce que les gens finalement expriment. C'est-à-dire que nous, on transforme l'expression d'une victime en un problème, en disant vous faites face à tel problème. Et nous, une des premières étonnements, c'est qu'on a une énorme variété d'incidents qu'on a traités. Alors effectivement, les incidents les plus graves, c'est rançongiciel, mais on a traité des usurpations d'identité, on traite des fraudes, on traite vraiment un panel, des dénis de service, des défigurations, vraiment un panel de problèmes très variés. Et déjà, de mettre le nom sur c'est quoi le problème, ça c'est vraiment une plus-value. Et après, on les accompagne dans le traitement, soit en direct quand on peut le faire, soit en les mettant en relation avec un prestataire, notamment pour les cas les plus graves et essentiellement les rançongiciels. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro d'urgence pour finir cette émission ? Oui, alors c'est le 0800 200 008 et c'est H24 puisque voilà, donc nous on est ouvert que en jour ouvrable, mais nos appels sont repris par l'ANSSI H24, voilà, et après du coup si on a un appel la nuit, ils nous refont le débrief après le lendemain matin, voilà, et on reprend l'incident. Parfait, vous allez avoir du boulot encore, je pense, sur les prochaines années. Merci beaucoup Guillaume, bravo pour tout votre travail. Vous faites partie pour moi de ce que j'appelle les cyber-héros d'ailleurs, dont on ne peut plus se passer aujourd'hui, j'ai l'impression. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et longue vie au CSIRT Bretagne, au Brace Cyber. Merci, à bientôt. Alors pour compléter mon tour d'horizon breton, j'avais envie d'interroger une entreprise implantée dans la région qui connaît la réalité du terrain. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Gibert et Silvio O'Haro de chez Glimpse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir compléter mon petit tour d'horizon au micro du podcast. Donc l'idée, ça va être de dresser un rapide état des lieux de votre point de vue. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez rapidement présenter Glimpse, m'expliquer un petit peu ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Alors, quelques mots. On est une start-up rennaise. On a 5 ans ce week-end, donc c'est vraiment notre anniversaire. Là. Et donc, notre métier... Merci. Notre métier, en fait, c'est l'analyse de fichiers. En fait, tout simplement, on va être capable de tester dans les fichiers et de trouver si on trouve des menaces en fait qui sont embarquées dans les fichiers. Donc c'est un petit peu comme un antivirus entre guillemets, mais c'est dans le réseau en fait on va directement regarder si on va trouver des menaces en fait en utilisant des moteurs assez évolués comme de l'intelligence artificielle pour détecter les ransomware, enfin toutes les techniques en fait possibles qui peuvent en fait nuire à nos clients. Et alors vous êtes implanté à Rennes depuis 5 ans. Pourquoi avoir choisi ce territoire pour développer l'activité de l'entreprise ? Alors, c'est un peu historique. Nos 4 fondateurs sont des anciens du ministère des Armées. Dans le sud de Rennes, en fait, il y a un gros centre qui s'appelle DGA Maîtrise de l'information. Et à l'époque, en fait, il y a 5 ans, il y a eu un appel à projet qui a été fait et on a été la première start-up qui a été incubée en fait par la Cyber Defense Factory, qui est la start-up, l'incubateur de start-up du ministère des Armées. Donc, on est parti de là. Je suis moi-même un ancien du ministère des Armées, Silvio aussi. Donc, bon, du coup, on a un tissu. On a une relation avec le tissu ministériel assez fort en fait au niveau du ministère des Armées sur la région rennaise. Donc voilà, on est bien là où on est et on bouge pas. Bien implanté dans l'écosystème régional. Alors si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Comment vous accompagnez les entreprises, pas seulement du territoire, mais dans toute la France pour lutter contre la menace cyber ? Alors en fait c'est très simple, on propose des solutions en fait à nos clients qui vont déployer dans leur infrastructure ou utiliser des services dans le cloud. On a des services en fait directement accessibles dans le cloud qui vont leur permettre en fait de scanner soit de très larges volumes de fichiers en fait pour tout ce qui est sécurisation des emails ou directement sur les serveurs de fichiers. En fait l'idée c'est de pouvoir détecter les menaces en fait qui sont contenues dans les fichiers avant qu'elles arrivent en fait dans le système d'information de l'utilisateur final. Donc on a une approche vraiment proactive en fait par rapport à ça. Donc, par exemple, si je reçois un mail et il y a un fichier, vous avez déjà détecté s'il y avait quelque chose de malveillant dans mon mail avant qu'il arrive chez moi. Exactement. En fait, vous avez des solutions qui vont souvent vous protéger en fait de tout ce qui est phishing, en fait, qui vont vérifier en fait la nature du mail. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la pièce jointe notamment. En fait, nous, notre spécialité, ce sont vraiment les fichiers. Et en fait, on va utiliser des techniques assez avancées qui vont bien au-delà des antivirus standards. Et comme on sait que c'est un des vecteurs d'attaque en fait les plus utilisés par les attaquants, malheureusement, c'est toute l'idée en fait de pouvoir bloquer ça. Mais on va adresser en fait d'autres interfaces comme par exemple les applications métiers. Lorsque vous faites une note de frais et que vous devez déposer en fait des fichiers en fait dans votre applicatif, l'idée c'est de les tester avant qu'ils soient arrivés à votre bureau RH pour traiter votre note de frais et malheureusement poser quelques soucis si vous étiez infecté. Très clair. Et à quoi ressemble la réalité du terrain aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez constaté en 2024 sur ces sujets par rapport à vos clients que vous adressez ? On constate effectivement que malheureusement, en fait, il y a des collectivités territoriales, également des hôpitaux qui ont subi en fait des attaques cette dernière année. Et souvent, en fait, on va retrouver à la fin en fait un fichier malveillant qui a été dans la chaîne d'attaque globale. Alors peut-être pas le démarrage, mais là, je vais peut-être laisser la parole à Silvio qui est analyste CTI et qui s'y connaît bien mieux que moi en fait sur le sujet. Il peut y avoir deux gros types de menaces, mais ce qu'on va constater plutôt, ça va être soit de l'opportuniste, soit du ciblé. Et en termes de menaces pures, on va être plutôt sur du ransomware en règle générale, parce que c'est l'effet final et c'est ce qui va, dès que ça touche au portefeuille, finalement, c'est quelque chose d'assez attractif pour les attaquants. Il y a aussi du vol d'informations, mais globalement, sur la veille qu'on en a, et en termes de région, on va dire, ça reflète quand même pas mal le panorama. On aura du ransomware et le reste des menaces, ça va être tous les fichiers qui vont être mis en œuvre pour pouvoir déployer cette menace. Tout à l'heure, on parlait d'une pièce jointe dans un mail sous forme de phishing. Ça va être le vecteur d'entrée. On va pouvoir avoir différents types de fichiers intermédiaires dans la chaîne d'attaque qui peuvent être utilisés. Ça peut être les mêmes types de menaces utilisées par plusieurs types d'attaquants.
finalement. Ils vont pouvoir les acheter sous forme de service. Parfois, on appelle ça, si c'est le cas du ransomware final, du ransomware as a service, par exemple. Mais dans les chaînes intermédiaires aussi, en fait, pour tout ce qui va être déploiement et dépôt du vecteur final, quelque part. Est-ce que le vol de données aboutit forcément à un ransomware à un moment ? Alors, on l'a constaté récemment, c'est une excellente question. On l'a constaté récemment, il y a quelques mois, où on va avoir effectivement un nouveau paradigme avec certains éléments utilisés. Après, c'est un peu particulier dans le domaine du malware parce que les groupes d'attaquants, ils vont utiliser parfois ce qui est le plus facile à mettre en œuvre, ce qui est le plus rapide pour taper. Et on a constaté que parfois, il y a des outils, c'est des couteaux suisses, ils servent à tout faire. Il y a des outils qui vont aussi bien être capables de faire du vol d'informations. Donc du vol d'informations, ça va être des cookies de session dans des navigateurs, ça va être des identifiants pour des applications bancaires, des choses comme ça. Donc quelque chose qui a de la valeur, que ce soit pour des entreprises ou même du particulier. On a même vu, on voit même régulièrement dans les stealers des références à des applications comme Steam, qui sont des applications de jeux ou d'opéragiques, souvent associées aux gamers. Donc là, on est plutôt du domaine du particulier, mais finalement, en entreprise, les outils sont les mêmes. Quelle est la réalité du terrain ici dans la région Bretagne ? Vous travaillez avec le CSIRT régional. Quels sont les types d'attaques auxquelles vous êtes confrontés, ou plutôt auxquelles les entreprises sont confrontées, et quelles sont les organisations qui font appel à vous ? Nous, on passe au travers de prestataires dont c'est le métier, en fait, finalement, d'utiliser notre solution pour leur sauver la vie. Par contre, ce qu'on va constater, nous, au quotidien, au travers de notre veille, c'est que les cibles vont être plutôt dans des verticales métiers de type hôpitaux, de type mairie, parce que c'est très opportuniste et malheureusement très facile à taper. C'est un peu les parents pauvres. Dans l'éducation aussi, ça fait mal. Avec les collectivités et les hôpitaux. Et après, il y a la partie négociation qui se met en œuvre et malheureusement, parfois, il y a des rançons qui sont payées. Même dans les collectivités, peut arriver. Ouais. D'accord, très bien. Il y a également, il faut toujours le voir en fait dans un second temps. En fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir du vol d'informations qui va alimenter du phishing en fait pour aller s'attaquer en fait aux personnes lambda finalement. Donc ce sont des vecteurs. Enfin, le domaine de la santé en fait, en gros, c'est très facile ensuite après de réutiliser ces informations-là pour duper en fait finalement les utilisateurs finaux, donc vous et moi, pour vous soutirer de l'argent typiquement. Donc c'est souvent en fait en deux étapes. En fait, on collecte beaucoup d'informations à un endroit, on les revend et on les exploite en fait effectivement pour faire de l'attaque. On a constaté qu'il avait été identifié par l'ANSSI au travers d'une de ses publications l'année dernière. Ils avaient un peu prédit que finalement la manière d'attaquer se fait plus forcément toujours aussi en frontal sur des entreprises, mais plutôt en ce qu'on va appeler en canal auxiliaire, en chaîne d'approvisionnement. Et effectivement, on l'a constaté au travers de notre veille, même pour des entreprises locales où on va avoir par exemple des sociétés qui vont je sais pas, par exemple fournir un service d'hébergement de fichiers qui vont se faire attaquer, qui vont être corrompus, et finalement derrière ça va être une autre société qui n'a rien à voir, qui produit des tampons, qui produit du marketing, des choses comme ça, qui sont victimes et qui parfois presque risquent de mettre la clé sous la porte. Et finalement l'élément attaqué, ça va pas être l'entreprise, mais c'était plutôt le fournisseur de services ou de prestations. Ouais. Les attaques par supply chain, comme on dit. Un mot de la fin, quels sont les enjeux auxquels vous vous attendez, vous vous préparez pour 2025 ? Alors les enjeux en fait ils sont très simples. On est aujourd'hui en fait à l'European Cyber Week et pas plus tard qu'un peu plus tôt dans l'après-midi, on parlait justement de tout ce qui est inclusivité en fait, tout ce qui est inclusif pour la partie cyber. En fait, c'est comment rendre en fait la cyber accessible à tous. Via ce podcast. Voilà, exactement. On est au bon endroit, on parle du bon sujet. Non, mais vraiment, c'est l'idée. L'enjeu de en fait, 2025, si c'est ça, je suis au cœur de l'enjeu. C'est exactement ça. En fait, Glimpse à la base était une solution d'expertise en fait qui s'adressait en fait à des SOC, CSIRT qui faisaient de l'investigation sur du malware, des choses assez complexes. Et en fait, nous, notre orientation aujourd'hui, elle est sociétale en fait. C'est-à-dire, c'est comment rendre en fait un outil qui certes est complexe, offre un service complexe pour détecter des menaces avancées, mais le rendre en fait le plus simple possible en fait. Et donc ça, c'est un axe qui est vraiment important pour nous. Le partage de l'information, on échangeait avec le campus cyber aujourd'hui en fait pour mettre en place une threat intel partagée. Enfin, en gros, il faut partager pour rendre les choses efficaces et le plus simple possible et accessible à tous en fait. C'est vraiment l'idée.
Eh ben, j'aime beaucoup ce mot de la fin. Merci à vous deux, Silvio et Cédric de Glimpse, d'avoir accepté de venir nous faire ce petit débrief au micro du podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Monde de la Cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans Le Monde de la Cyber.